Gazon Mardi, épisode 4, Lost and Delirious. Tiptoe through the window, on the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Serge. Moi, c'est toujours Norma. Et nous avons une invitée spéciale aujourd'hui, présente-toi. Eh bien, Laïka, c'est pour le petit clin d'œil canidé. Fabuleux. Alors, à toi le résumé, Norma. À moi de résumer Oui. Lost and Delirious, c'est un film réalisé par Léa Poul en 2001, qui nous est arrivé en France qu'en 2006. Et oui, c'était l'époque d'avant l'instantanéité d'Internet. On pouvait attendre 5 ans un film, c'était beau, c'était période. Alors, ça cause de quoi Lost and Delirious? C'est un drame lesbien, qui met en scène, au travers des yeux d'une jeune fille, surnommée Mouse Souris, dans un pensionnat de jeunes filles. Et on suit à travers ses yeux l'histoire d'amour de Tori et de Polly, deux adolescentes qui donc sont déjà ensemble au moment où arrive le regard de Mouse, et qui malheureusement vont se séparer en raison de la pression familiale du côté de Tori. Et c'est un drame, donc sans spoiler, ça finit mal. Oui. Réalisé par Léa Poul. J'ai regardé un peu. Mhm. Elle a fait beaucoup de choses pour la télévision canadienne. Elle est Ouais, canadienne. alors non, elle est pas canadienne, hein. J'ai Piège. Ah. Elle est suisse. Ah. Elle est suisse et Exact. et elle est arrivée au Canada en 75. C'est une daronne, hein, née en 1950 quand même. Et elle a commencé en faisant effectivement de la télé au Québec, sur une série de documentaires sur les minorités culturelles, que j'aimerais bien trouver à l'occasion, ça a l'air très intéressant. Et derrière, elle a fait énormément de fictions qui ont été souvent primées, qui ont fait des festivals majeurs. Il y en a un qui s'est retrouvé à Berlin en compétition officielle. Enfin, elle a été souvent nommée aux Genie Awards. Les Génies, c'est l'équivalent des Césars au Canada. Mais on connaît pas beaucoup le cinéma suisse, mais le cinéma suisse est un cinéma absolument passionnant et très méconnu. Donc voilà un exemple de cinéma suisse. Ouais, alors sur le cinéma suisse, il y a aussi de belles merdes. Mais il y a un surréalisme suisse qui n'est pas à négliger quand même. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de cinéma suisse pour Léa Poul, qui a fait toute sa carrière au Canada? Pas du tout. Voilà. Mais c'était juste pour évoquer le cinéma suisse, parce que je trouve que c'est un cinéma dont on parle jamais, voilà. C'est vrai, on parle assez peu du cinéma suisse. D'ailleurs, il y a eu... je crois que c'est Fortuna qui était suisse d'ailleurs, non? Germinal Rouault, non? Oui, Ouais, il y a pas longtemps, qui était pas mal. Et ben cette brave Léa, donc, qui a commencé la fiction en 84, elle nous a fait aussi un film en 99, Emporte-moi, Set Me Free, sur une jeune fille qui découvre son orientation sexuelle et qui est en même temps obsédée par le film Vivre sa vie de Godard. Alors ça me donne à moitié envie de le voir et à moitié envie de pas le voir. Parce que moi, les gens obsédés par Godard, déjà de base, j'ai un blocage. Mais c'est pas la première fois qu'elle fait un thème lesbien dans ses films. Et surtout, elle-même parle de ce qu'elle connaît, puisqu'elle est lesbienne revendiquée, assumée et outée dans le milieu professionnel. Et ce qui est toujours bien de le remarquer, parce que c'est pas toujours évident, surtout dans les années 80-90. Donc après Lost and Delirious, elle a aussi fait Blue Butterfly, que je n'ai pas vu, et La Passion d'Augustine, que je n'ai pas vu, mais qui se passe aussi dans un pensionnat de jeunes filles. Il y a des thèmes récurrents chez l'auteur. On va parler un peu des actrices. J'ai gardé des blagues. T'as des choses... Ah, je Là, les place. non, on fait directement une blague sur le nom de Piper Perabo. Piper Picaboo. Piper Perabo, avec l'accent français. C'est une actrice qui est surtout connue pour Coyote Girls. Un mot à dire sur Coyote Girls? Écoute, Je sais pas, j'ai pas vu. Mais écoute, là moi, t'as un mot à dire. ouais, moi sur ma petite fiche j'avais Imagine Me on You et le Chihuahua de Beverly Hills. Donc c'est quand même une actrice qui passe du coq au Chihuahua. Voilà. En passant par les coyotes. C'est ça. J'ai bien fait de faire un clin d'œil canidé, donc... Oui. Épisode animalier. Merci Ouais. Pipé. Surtout que nous allons fort probablement évoquer l'aigle. Mais bon, restons dans le casting. Ouais, ouais. Il y a aussi donc Jessica Paré qu'on a retrouvée dans Mad Men dans le rôle de Megan, puisque c'est une Canadienne francophone, elle. Non suisse. Et Misha Barton, qui joue donc le rôle de Souris, pour rester dans les animaux, Ouais. et qu'elle, on a pu la voir dans Newport Beach et dans un clip d'Enrique Iglesias. C'est tout. Newport Beach, moi j'ai une petite tendresse pour cette série. Parce qu'on va dire que c'est moi qui aime les séries, genre Beverly Hills et tout ça. Newport Beach, c'est le Beverly Hills, Newport. Un peu plus social, un peu mieux écrit et moins bling bling que Beverly Hills. Bref, D'accord. j'ai une petite tendresse pour cette série. Ok. Un peu cucu ça. Moi, j'ai pas de tendresse pour Enrique Iglesias, mais enchaînons. Moi non plus.
Enrique Iglesias, tu connais Oui, oui, quand même. Bref. Rien à signaler. RAS, s'il n'est pas suisse, donc ça m'intéresse. Toujours en fiche technique, on peut noter que le scénario est de Judith Thompson et que c'est une adaptation d'un livre d'une auteure canadienne anglophone, Suzanne Sow, et le livre s'appelle The Wife of Bath, Bath du nom du pensionnat et non pas de la salle de bain. La salle de bain, oui. Voilà. Et livre que je n'ai pas lu, ce qui est toujours un peu dommage pour une adaptation. Moi non plus. Ouais, mais ce que j'ai retrouvé, c'était assez intéressant parce que ça part pas du tout dans la même direction, dans le sens où, spoilons, mais bon, sur la fin du livre, après que ça se passe mal entre Polly et Tori, sur le bouquin, Polly décide de couper le pénis du concierge nain et d'essayer de le coller à ses parties génitales. Ça ne se passe pas comme ça dans le film, et j'en suis très heureuse. Ok, d'accord, je préfère cette petite, le film. Bah déjà, le concierge est pas nain dans le film. Non, Non, il est le plus grand. concierge, c'est le jardinier. C'est le jardinier. C'est le oui. jardinier. Ouais, Oui, oui, ouais. oui. Mais parce que visiblement le livre est beaucoup plus appuyé et explicite sur l'idée de présenter une société de femmes qui sont libres parce qu'elles sont dans une oasis en dehors d'un monde de pression et de patriarcat masculin. D'accord, on a une idée d'Amazon en fait. On a une idée complètement d'Amazon, d'où le choix de la pension de jeunes filles. Voilà, parce que ça permet de créer une société sans hommes, Voilà. mis à part donc ce concierge qui finit mal Dans le bouquin. dans le bouquin. Oui. Alors que c'est plutôt une aide dans le film. Oui. Il a Ouais. un rôle complètement inversé. Et il est pas nain, je crois qu'il est d'origine latine ou. Donc en gros, il a une autre tare, quoi. Ouais, c'est ça. Non, latino-américain, même combat. Oui, Il est d'origine amérindienne. ou amérindienne, oui. Parce que l'acteur, c'est celui qui joue tous les Indiens dans les films américains. Ah, d'accord, ok. Donc, il est dans Danse avec les loups, voilà, des films comme ça. Je m'étais mise en tête qu'il était latine, mais. Bon. Ouais, mais en tout cas, on retrouve une idée commune qui est que dans une société, justement, en dehors du patriarcat, les seuls hommes qui peuvent intervenir sont des personnes issues d'une minorité. Absolument. Ouais. Tout à fait. Et donc ce livre, malheureusement, je l'ai pas lu, ça aurait été bien de pouvoir, mais il est pas traduit en français, donc j'allais quand même pas me faire taper 500 pages anglophones juste pour l'émission d'une semaine. Voilà, on m'excusera de mon manque de professionnalisme. Ouais, on reparlera de tes motivations, Lorna. Et ça a été produit, toujours en fiche technique, c'est important de fiche techniquer un petit peu, par Lorraine Richard, qui est une productrice qui bosse dans les films Greg Rumette, qui visiblement est une production de films indépendante canadienne qui bosse bien, mais qui a de style assez varié. Pas une ligne éditoriale thématique ou quoi. Mais par contre, elle a aussi produit quelque chose d'organique de Bertrand Bonello. Et moi, j'aime bien Bertrand Bonello. Mhm. Donc, par contre, j'ai pas vu quelque chose d'organique, mais en tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui est pas forcément dans le grand public facile, et une productrice qui prend des risques sur des auteurs qui ont non seulement des choses à dire, mais aussi une manière cinématographique de le dire. Et c'est peut-être là-dessus que je vous lancerai sur le film en tant que tel. Alors, quelque chose de cinématographique, pour moi, il n'y a pas énormément de choses passionnantes à en relever dans le film. Ça reste pour moi excessivement classique du point de vue proprement technique. Tu dis ça parce que t'as pas regardé Loving Annabelle la semaine dernière. Si, Si. si. Et par comparaison, tu trouves pas ça un peu plus mis en scène quand même? C'est un peu plus soigné, évidemment. Les cadres sont posés de manière plus calme, plus travaillée. Ça, évidemment, si on compare avec le pire, oui, ok. Si on compare maintenant dans l'environnement global du cinéma, c'est un cinéma très classique. Oui, c'est classique. C'est classique. Mais ça utilise la mise en scène de manière pas télévisuelle, mais plus cinématographique, justement, j'ai l'impression. Ça assume en fait son côté symbolique. Bah, moi, j'ai le même avis. C'est vrai que là, on compare par rapport à ce qu'on avait chroniqué la dernière fois, Loving Annabelle. C'est clair que là, on part d'un clip musical de Loving Annabelle à quelque chose de mieux, c'est clair, de mieux cadré, de mieux posé, bien évidemment. Mais c'est vrai, je peux pas t'appuyer parce que c'est vrai que c'est une réalisation assez classique. Moi, c'est plus les thèmes et comment
une histoire d'amour, un chagrin d'amour, comment ça s'est abordé. C'est plus ça, moi, qui m'a plu dans le film. La réalisation, je la trouve très classique. Elle est illustrative, la mise en scène. Enfin, Ouais. pas la mise en scène, la cinématographie est illustrative. Et elle vient illustrer quoi? Elle vient illustrer un propos qui ressemble, qui pour moi est une histoire d'amour, on va dire, universelle. Je parlais tout à l'heure de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, voilà, exactement. Pour moi, c'est une autre version de Roméo et Juliette. Alors, il y a quelque chose de très ambigu dans le film. À un moment donné, Mouse, donc la petite souris, qui va se faire appeler Brave, un peu plus tard dans le film, enfin, même, non, je crois que c'est au début du film d'ailleurs, parce qu'elle raconte sa relation avec sa mère, bref. Mouse dit à un moment donné à Polly, elle lui dit mais tu es lesbienne. Et Polly s'en défend en disant, elle refuse ce mot en fait, elle refuse une étiquette. Et elle dit, je ne suis pas lesbienne, je suis amoureuse d'une fille. Mhm. Et là, il y a une ambiguïté dans le film, dans le sens où il y a à la fois le refus de poser un mot sur quelque chose pour ramener à une histoire d'amour universelle, qui ressemble beaucoup à Roméo et Juliette. Hein. Donc il y a cette ambiguïté dans le film que je trouve à la fois assez intéressante et qui tombe aussi un peu à plat. Parce qu'on est dans l'universel, sans vouloir mettre d'étiquette, mais en même temps, on va voir le film pourquoi, parce que c'est une romance lesbienne en fait. Enfin, une romance qui finit un peu mal, évidemment. C'est un drame romantique, en gros. Oui, tout Ouais, à fait. ouais. C'est un drame romantique. Moi, ce que j'apprécie sur le film particulièrement, c'est le fait de pousser jusqu'au paroxysme, en fait, l'intensité du sentiment adolescent. D'amour, du premier sentiment amoureux, notamment en prenant un personnage de Polly qui est extrêmement seul, extrêmement abandonné de tous et qui du coup se met à 400% dans la relation. Et là où Tori fait des choix de vie en fait, en se disant bah non là c'est pas le moment de faire un CO, ça me coûterait trop. Ça veut pas dire que je l'aime pas, mais ça veut dire que bah, c'est pas grave, ma vie est longue et j'aurai d'autres occasions d'être amoureuse ou de faire les choses différemment plus tard. Pour Polly, tout existe que dans l'instant. Parce qu'elle n'a pas derrière l'assise pour se projeter. Et peut-être aussi que le fait qu'elle ne se définisse pas comme lesbienne d'ailleurs, mais uniquement dans le spectre de sa relation avec sa copine, est la raison qui fait que ça se finit mal derrière pour elle, parce qu'elle n'a pas de point de rattachement. Là où Tori existe dans une histoire, dans une famille, sa petite sœur d'ailleurs est à la pension, elle n'est pas seule et elle ne se définit pas uniquement dans sa relation amoureuse. Polly est dans une passion dévorante. Et ça, c'est très bien rendu. Et je pense que là-dessus, il y a aussi une forte capacité d'identification pour justement les personnes qui vont regarder ce film à 15, à 20 ans, soit en arrivant, soit en ressortant d'une première histoire dévastatrice, qui est un rôle cathartique. Ça permet d'aller jusqu'au bout de cette envie de destruction que tu as envie d'avoir quand ça se passe mal sur une première relation. Oui, en fait, Polly, elle est seule avec elle-même, alors que Tori est prise dans le jeu du social, des obligations qu'elle fait à ses parents, puisqu'en fait, c'est finalement ça, c'est plier devant le poids social pour être tranquille. Et d'ailleurs, je vois que le titre français, c'est Rebelle. Il est mis au pluriel. Et je me suis posé la question, finalement, qui est rebelle dans ce film? Alors Polly, certes, elle est seule avec elle-même, elle est rebelle à elle-même, elle est rebelle au lieu, elle est rebelle à la société, elle est rebelle à plein de choses. Par contre, le pluriel, je ne vois pas trop où on peut le trouver. Est-ce que Mouse... Moi, je le vois, le pluriel. Parce que Tori est rebelle d'une manière complètement différente de Polly, mais à plusieurs reprises en cours, elle se fait virer de cours ou est insolente parce qu'elle refuse des ordres établis. Le fait de vivre aussi de manière assez simple sa relation avec Polly au début est un acte aussi éminemment rebelle. La seule différence, c'est que c'est deux types de rébellion. Une rébellion qui se constitue hors société et une rébellion qui ensuite ne s'exclut pas forcément de la société et a envie d'y re-rentrer derrière. Mais les deux ont le même caractère en fait. Ouais, sauf que Tori, elle est rebelle au début du film, et à un moment donné, il y a un basculement, il y a vraiment le basculement vers la conformité à un moment donné du film. Ouais. Et alors que le personnage de Polly est vraiment en sens inverse de celui de Tori, en fait, parce que Polly va jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout de sa rébellion et de ce qu'elle est, profondément. Et Tori, elle bascule vraiment de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire elle se conforme vraiment à la société, quoi. Oui. Oui. Ouais. Mais
c'est vrai que entre le film, il y a aussi là, le film qu'on voit et il y a le film qu'on imagine sur la suite, tu vois. Et moi là-dessus, j'avais cette partie du film que j'imagine pour la suite, peut-être parce que je m'identifie plus facilement à Tori qu'à Polly. Mais en fait, j'imaginais Tori sur le long terme. J'imaginais une Tori qui justement était plus dans le côté qui se plie comme un roseau mais qui ne cède pas comme un chêne, quoi, tu vois. Qui du coup fait une concession sur cette histoire de conformisme pour derrière avoir d'autres opportunités de vie et de manière de s'assumer et d'être. Et même si tout ça c'est pas dû montrer, je l'ai vu comme implicite dans le personnage. Après, je l'ai peut-être imaginé, j'ai peut-être espéré, tu vois. Oui, tu veux dire en fait comme une espèce de lutte intérieure au code même de la société dans laquelle elle est née. Ouais. Alors que Polly va frontalement contre ces codes sociaux en fait. Donc on a deux techniques de rébellion, voilà. Oui, on a c'est deux ça. techniques Deux de techniques de lutte rébellion. et deux techniques d'émancipation. Il y a une émancipation qui passe par le fait d'être à l'intérieur et puis de lutter de l'intérieur et l'autre de manière beaucoup plus frontale. Exactement. C'est Ouais. ça, ouais. Et je pense que là-dessus, c'est aussi bien montré que c'est plus facile pour Polly d'être dans une opposition pleine parce qu'elle n'a rien à perdre. Là où Tori a des choses de qualité qui lui apportent et auxquelles Polly ne peut pas lui demander de renoncer à tout ça parce que Polly, oui, elle a pas de famille aimante derrière, mais Tori, le sacrifice de toute sa famille serait énorme en fait, tu vois. Bah, c'est le sacrifice d'elle-même aussi. Ouais. Parce qu'on se définit pas uniquement par ses relations amoureuses, on se définit aussi par ses relations familiales, on se définit aussi par son milieu, par sa culture. Et je pense que là-dessus, le film aurait été tourné maintenant. Peut-être que Tori aurait été une bonne candidate pour être un personnage racisé ou musulman, tu vois. Dans le sens où, j'explique ma pensée. Oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je veux dire? Dans le sens où, souvent, pour le personnage blanc européen athée, on dit c'est pas grave, envoie chier ta famille, tu t'en fous, de toute façon t'es majoritaire dans ton pays, ça te coûte pas grand chose. Absolument. Alors que pour un personnage racisé, dire merde à sa famille pour une raison d'homosexualité, ça veut dire aussi se couper de la seule communauté qui va comprendre ses problèmes de racisme. C'est ça, t'es minoritaire dans la minorité. C'est ça. Donc bon. Voilà. Donc là c'est dommage parce que du coup Tori c'est une bourgeoise, donc on a l'impression que du coup ça devient par confort, alors que au final l'enjeu pourrait exister dans des choses diverses en fait. Oui, bon, c'est un film de 2001. Hein. Oui, voilà. Les choses ont énormément bougé entre En 2001 18 ans, et 2019, voilà. exactement, je pense que Ouais. t'as raison de dire qu'il y aurait une lecture aujourd'hui tout à fait différente sur ça. Et alors je sais pas si tu voulais dire autre chose sur cette question justement des codes sociaux, etc. Oui, ça va faire penser un petit peu à pourquoi est-ce qu'il y a autant de films dans des pensions de jeunes filles. Oui, je me suis posé la question aussi. Pour l'instant, sincèrement, j'ai pas beaucoup de réponses, à part justement cette idée de poser un temps et un lieu Sans hommes. sans hommes. Et je me demande justement si tout film lesbien dans un milieu hors exclusivement féminin serait forcément confronté à des mecs qui voudraient justement tyranniser ou venir dedans, je sais pas. Puis l'extérieur est de toute façon plus violent. En tout cas, moi je trouve que si on sort, l'intrigue au niveau extérieur, il y a encore 10 fois plus de choses qui pourraient se passer niveau violence, peut-être de se faire un peu en vase clos. Moi je trouve que c'est les choses qui sont un peu plus tues et moins. Oui, ce que tu veux dire, c'est que Ouais. l'extérieur est pas un phénomène qui vient troubler en fait Oui. ce lieu qui a son propre espace-temps en fait. Ouais. Il n'y a pas de Ouais. perturbation extérieure. Non. Ouais. Bon, après, on peut pas non plus négliger la dimension sexy d'avoir des lycéennes en uniforme catholique. Tout à fait. Avec des petites jupettes mi-cuisses. Voilà. Bon, on voit pas beaucoup de petites culottes. Puis bon, c'est un bon prétexte aussi pour qu'elles aient accès à la chambre les unes des autres. Le côté dortoir. Absolument. Oui, Voilà. Tout à fait. Donc il y a un côté logistique qui permet de mettre des Tout à petits fait. tubes sexy et des dortoirs. Logistique. Le Voilà. mot est juste, logistique. Tout à fait. Mais, C'est la logistique du film lesbien. Le pensionnat de jeunes filles. C'est ça, c'est très pratique. Si vous en avez un à la maison, profitez-en. Un pensionnat Ouais. Non, mais par contre, ça peut donner des idées pour plus tard. Créer un pensionnat de jeunes filles, voilà. On va avoir beaucoup d'avenir avec ça. C'est ça, un pensionnat de jeune fille lesbienne. Oui, C'est voilà. possible. Outre ce côté simplement logistique, effectivement, je pense que le côté symbolique est assez intéressant. Et est-ce que ça a été hérité d'un féminisme de seconde vague d'ailleurs ou pas? Est-ce que pour représenter au cinéma une histoire lesbienne, on est obligé d'avoir une raison pratique pour enlever la présence masculine, sinon le public ne comprendrait pas pourquoi il n'y a pas d'hommes enfin? Tu vois, est-ce que c'est tellement bizarre de montrer un film où il n'y a que des femmes, sans importance de personnages masculins, qu'il faut une raison pour les écarter, et que dans la société normale, on n'accepterait pas en fait de voir, je sais pas, dans la rédaction d'un journal ou dans une école mixte, une histoire dans laquelle les hommes seraient exclus.
Et j'étais en train de me demander si dans d'autres cinématographies, je sais pas, le cinéma gay, il y avait ces configurations-là aussi. Il y a beaucoup moins de films dans le thème. Il y a Maurice, si je me souviens bien. Il y en a un autre, mais le titre me revient plus. Mais c'est une thématique qui est quand même moins développée du côté du cinéma gay, il me semblerait, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, après, ça emmène vers des questions peut-être qu'il faudra creuser à l'avenir et se demander pourquoi les femmes se mettent dans des lieux comme ça, dans des pensionnats de jeunes filles, et que c'est des représentations qui sont quand même beaucoup moins marquées dans le cinéma gay, par exemple. Ouais. Peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin d'excuses pour exclure les femmes. C'est ce que je me disais. Tous De les toute lieux façon, de- il y a une forme alors pas de domination, mais de... Les lieux de sociabilisation sont généralement masculins. Et Oui. un lieu de C'est sociabilisation, ça. et un lieu de sociabilisation 100% féminin, mine de rien, c'est rare. Oui, tout à fait. Ah, mais ce film nous fait dire beaucoup de choses sur, Voilà. sur la représentation de la femme, finalement. Je pense qu'au bout de 15 ou 20 films dans un pensionnat, on fera vraiment faire une thèse à ce sujet. Ouais, je pense. Je pense qu'on va pouvoir entamer une thèse sur ça. Ouais. La figure du pensionnat de jeunes filles C'est ça. dans les films lesbiens. Et moi, il y avait une chose aussi sur laquelle je voulais revenir, là, si on a épuisé un petit peu les idées précédentes. Je trouve qu'il y a quelque chose alors qui convoque vraiment l'idée shakespearienne de l'amour noble. Bon, il y a des tirades shakespeariennes qui sont Oui. convoquées. Alors, je ne sais pas dans le bouquin d'origine si c'est le cas aussi, s'il y a ces références à Shakespeare. En tous les cas, je me souviens jamais de son prénom, je ne sais pas pourquoi. Polly. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça me rentre pas en Un tête. café Polly qui a mal tourné. Ouais, voilà. Polly non, le petit c'est- perroquet. Ouais, c'est vrai que j'ai un problème. Pour moi, c'est un petit poney. Ah, bon. Ah, Moi, c'est un petit peu sais pas. ok. Il y a Polly le poney et Polly le perroquet. Oui, c'est ça voilà. Ok, Pépé, quoi. Seront-ils là la semaine prochaine? Piper, comment Pipe et Rabot. Pipe et Rabot, voilà, c'est Pipe et Pépé, on est voilà, tout en Pépé, Pépé. quoi. Oui, et il y avait ce... Alors vraiment, Polly, voilà, ça y est, ça me revient. On sent vraiment ce personnage shakespearien qui est constamment en tension entre l'amour, la mort. On a Eros et Thanatos qui est présent constamment chez ce personnage et qui va jusqu'à faire une tirade shakespearienne Heureusement devant... que c'est pas Eros Ramazzotti. Ouais, non, heureusement, ouais. Et alors ça, je sais pas du tout si c'est dans le bouquin d'origine. J'en ai aucune idée, mais en tous les cas, je trouve que c'est très insisté quand même dans le film. Puis elle va provoquer un moment elle va provoquer en duel. Elle provoque en Aussi, duel. elle provoque en duel, donc il y a un côté très théâtral aussi qui est super intéressant, moi, je trouve. Parce que théâtral, pour moi, égale passion, égale... voilà, un truc à la Shakespeare et... passion jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est un personnage qui a nourri ses propres représentations Oui. de littérature anglaise et de la figure de l'amour romantique Absolument. fait dans le baroque. Absolument. Ouais. Et du coup, qui en est énormément influencé. Là où Torrid a peut-être moins ses références et est moins mélodramatique, du coup, sur les choses. Ah, elle est beaucoup plus concrète, beaucoup Voilà. plus... Beaucoup plus dans le présent, quoi. Oui. Elle est complètement... Ouais. Elle est dans des choses beaucoup plus matérielles, beaucoup plus... Ouais. Oui, concrètes, quoi. Mm. Et donc, on en arrive à cette figure de l'aigle, là, qui est... alors là, je ne sais pas ce que vous avez à en dire par rapport à cette symbolique de l'aigle elle trouve un aigle qu'elle remet en état, en quelque sorte, parce qu'il a apparemment un problème d'aile, je crois. Ouais, hein, je c'est crois ça. que c'est ça. Et en tout cas, il n'arrive pas à voler. Et puis bon, fin du film, l'aigle vole, et qui donne lieu d'ailleurs à une belle métaphore de fin de film. Oui. Où Attention, Polly... attention, spoiler. Ouais, bon, de toute façon, peu importe, moi je dis toujours les spoilers dans les films, c'est pas très important. Ouais, c'est le chemin ouais. du film Ça- qui compte, et, puis pas le bon, résultat. vous aviez 18 ans pour le voir, faut peut-être pas déconner non plus, les filles. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ça gâche pas, je trouve, le charme qu'a ce film. Ça gâche pas du tout le visionnage. Ouais, j'ai déjà vu 2 fois, ça m'a pas dérangé la deuxième d'avoir vu la première. Quoi. Non, sachant que voilà, le personnage en fait se suicide à la fin, se jette du haut du bâtiment du pensionnat, et on la voit pas mourir en fait. On sait qu'elle saute, on la voit sauter, mais après on prend le point de vue de l'aigle et elle s'envole. Alors son âme s'envole, c'est beau, c'est une belle fin. Je sais pas s'il y a une fin alternative C'est comme une pour. très- Non, je n'ai pas. C'est une non. très belle éloge du suicide. C'est ça. C'est très bien pour mettre dans les pattes d'adolescents. Absolument. Suicidez-vous, votre âme Hyper partira comme un aigle dans les airs. Non, et puis il y a toute une histoire aussi par rapport à sa mère qui elle est sans arrêt en demande de sa maman. Alors, la Elle figure- elle veut la contacter sans arrêt et puis elle a aucun retour de sa maman. Alors la figure maternelle, elle est quand même omniprésente dans le film, Oui, parce oui, qu'il y a, il y a justement Mouse
qui se fait appeler Brave après justement qu'elle ait raconté ce qu'elle a vécu avec sa mère qui est morte d'un cancer. Pas très gai tout ça. Polly dont sa mère l'a abandonnée en fait. Oui. Oui. Elle a été adoptée en fait, si j'ai bien tout compris. Oui, elle a été adoptée. Ouais. Donc il y a la figure de la mère là qui est récurrente. C'est quelque chose qui revient constamment avec les personnages aussi dans le film des adultes qui ont aussi ce côté, j'allais dire un peu maternel. Il y a le personnage de la professeure là de lettres. Oui. Oui. Qui est je trouve un beau personnage en fait, un personnage secondaire qui est assez beau. Parce qu'elle a ce côté à la fois maternant, mais aussi elle a ce côté, on a l'impression qu'elle saisit parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de Polly, parce qu'apparemment elle aurait elle-même vécu quelque chose de similaire dans le temps, et elle a parfaitement la compréhension du mécanisme qui est en train de se mettre en place chez Polly. Je trouve que c'est un beau personnage. Donc pour en revenir à cette histoire d'aigle, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à en dire d'un point de vue à la fois symbolique et... Moi je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis sur les personnages secondaires. C'est que je trouvais ça très agréable en fait aussi un film où les adultes ne sont pas complètement à côté de la plaque. Et où la figure de l'adulte peut être vue comme quelqu'un qui comprend, qui n'a pas forcément les réponses pour aider, qui n'est pas forcément toutes les armes, mais qui n'est pas forcément une opposition directe ni indirecte. Parce que souvent, dans les films d'adolescents, on a soit des adultes qui sont bien intentionnés mais qui ne comprennent rien, soit des adultes qui sont mal intentionnés et qui veulent juste être dans le contrôle de l'adolescent. Et là, ça pose des alternatives. C'est que, en gros, si toi-même tu as vécu et que tu as du recul sur ta propre vie, tu peux être tu peux avoir une relation en fait adulte à d'autres qualités en fait. Oui. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'on est à hauteur Dieu d'adolescent. Évidemment, Oui. sont des filles. Oui. On n'est pas à hauteur Dieu d'adulte. Ce qu'on avait dans les autres films, on était dans un contexte de pensionnat, etc. On était plutôt à hauteur des instances qui regardaient en fait les adolescentes en train de faire leur vie. Et là, on est vraiment à hauteur d'adolescentes. On est vraiment dans leurs yeux. Et les adultes sont pas parasitaires, ni omniprésents pour faire la morale, etc. Oui. J'ai aussi apprécié le personnage mi-primaire, mi-secondaire de Mouse, donc Oui. Brave. Oui. Déjà parce que j'ai apprécié le fait qu'elle n'ait pas d'orientation sexuelle définie. Oui, absolument. Voilà, ça colle très bien avec son physique un peu plus jeune, un peu plus frêle. L'actrice a quand même 10 ans de moins que les autres. Elle avait 14 ans, elle, réellement, au moment du film, alors que Pipé, Pérabou, avait déjà 23-24 ans. Voilà, mais elle fait jeune. Et cette très jeune fille, donc, incarnée par Misha Barton, elle voit ça, elle comprend ça. Elle accepte avec amitié sans ne se poser la moindre question sur la simple question d'orientation et juste en étant soucieuse du bien-être psychologique de ses amis. Et elle-même ne se pose pas encore la question de sa propre orientation, ce que je trouve plaisant parce que c'est rare aussi de voir des personnages qui ne sont pas définis, qui n'ont pas besoin d'être définis. Si ça se trouve, elle va se retrouver asexuelle, on ne sait pas. Ah, tout à fait. Et c'est bien. Ouais, mais en tout cas, c'est un témoin bienveillant dans le film. Et témoin aussi, parce que c'est elle qui fait le récit, finalement. On a un récit en voix off. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Enfin, voix off, elle est un petit peu ambiguë, la voix off, parce qu'on a une voix off, mais souvent sur des images aussi de Mouse. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans la vraie voix off? Mais voilà. Bon. En tous les cas, cette voix qui est un peu ambiguë, qui est entre une voix in et une voix off, elle est vraiment là pour appuyer cette idée du témoin bienveillant et qui va témoigner justement d'une histoire d'amour. Mais en même temps, c'est aussi un personnage qui existe. Et c'est rare de mettre un témoin qui en même temps a réussi à avoir de l'épaisseur, à avoir ses propres enjeux, même si ces enjeux en fait sont un petit peu décalés dans le passé ou un peu décalés dans le futur. C'est juste que elle a une vie, elle a un caractère, elle a des problèmes, on les sait, ils sont graves, ils sont importants, mais c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment où elle n'est pas au centre à ce moment-là, parce que c'est plutôt l'histoire des autres, et c'est en s'effaçant, et parce qu'elle n'a pas d'enjeu immédiat, et en observant, et en essayant de comprendre les autres, qu'elle va pouvoir prendre des armes pour ensuite devenir plus forte et changer en tant que femme. Mais c'est justement par ce retrait, et par l'observation, et par la sororité, que derrière, elle va se construire en tant que femme. Ah ben, de toute façon, là, on sent bien qu'il y a une étape et qu'il y a une sorte de rituel de passage qui se passe chez elle, en fait, en étant témoin de cette histoire d'amour.
Oui. Et ça c'est assez intéressant parce que je pense que des jeunes personnes qui voient le film, justement, peuvent s'identifier à différents niveaux. Dans l'expression de la passion amoureuse, ou on peut s'identifier aux témoins, on peut s'identifier... Aux 3 personnages. Voilà, Ouais. exactement. Ouais. Et on peut même naviguer entre les 3 personnages. Ça, c'est intéressant. Oui. Parce qu'à un moment donné, et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que comme on est bien à hauteur des adolescentes, on a la possibilité de pouvoir naviguer dans ses regards et de s'identifier par moment à l'une ou l'autre. Et on peut aller dans le corps de l'une et se dire à un moment donné, je suis pas bien dans cette personne, je vais aller dans l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais Il y a quelque chose de sexuel. oui, non mais on Ah, va non, naviguer non, Pardon. Non, non, On va naviguer dans le corps de l'autre. Oh bah non, je suis pas bien dans ton corps, je préfère aller dans l'autre. alors, là, il y avait strictement rien de sexuel parce que je viens de parler vraiment du Oui. fait d'entrer dans le personnage, quoi. Oui, bon, c'est encore pire. Je comprends très bien ce que tu veux dire et je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est permis parce que justement, c'est des personnages qui sont écrits en fait et ça fait plaisir. Et Ce qui était pas c'est le cas, bien c'était- interprété. ce Moi, qui je était, trouve que oui. Misha Barton, la jeune Brave Mouse, je trouve qu'elle joue très bien. C'est assez fin parce que déjà le personnage est très bien. On sent qu'à un moment, elle est une toute petite frêle adolescente au tout début, et je trouve qu'à un moment, elle prend vraiment d'épaisseur. Et, Oui, ça se voit dans son corps, dans le jeu oui, corporel. Elle se ouais, débrouille dans son vraiment très bien. visage. Et... Ouais, j'ai pas vu ce qu'elle donnait du coup dans le clip d'Enrique Iglesias, mais Il faudra qu'on Faudra aille voir qu'on quand la même. voie, Ça, hein, c'est parce une bombe. parce qu'elle était prometteuse. Elle était prometteuse, la pauvre. Alors, instant capillaire, hein, on a parlé sur le... Sans transition. on avait parlé sur Loving Annabelle de ses coiffures à début années 2000. Est-ce que là, on peut aussi faire une petite parenthèse sur les coiffures de C'est Mouse? plus moderne quand même. Ah, de Mouse. Ouais. Non, parce que bon, Polly, c'est classique, mais c'est voilà, Efficace. ça passe partout, Voilà. classique, efficace. Mouse, oui, Mouse, il y a un petit côté. On sent vraiment des petites pinces, quoi. Ouais, il y a un côté petite fille, brushing, ouais. Petite pince. Oui, c'est. Qu'en est-il des scènes de cul Oh, c'est les scènes de cul de chambrée. Pas que. Non, pas que. Hétérosexuel aussi, Oui, contre un arbre. hétérosexuel, oui, contre. Ah oui, faut mettre un target warning. Il y a du cul hétéro dans ce film. Oui, Voilà. absolument. Soyez prévenus. Spoil. Fermez les yeux à ce moment-là. Bah non, Serge, t'en as pensé quoi, toi, des scènes de cul? Oh, mais je. Avec le drap, sans le drap, avec la bouche, avec la baffe. Est-ce qu'il y a des roulages de pelle? Oui, il y a des petits roulages de pelle. Ça, c'est Non, mignon, mais hein. oui, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon, voilà. Moi, il y a vous aurez le choix entre des petits seins et des gros seins. Oui, c'est Parce vrai. que Jessica Paré a des bons seins, quoi. Et des petits seins de pipe et rabot. Ouais. Et voilà, ça, si vous êtes friande de ça, c'est pas mal. Autrement, c'est des... Non, moi, je trouve que les scènes de cul, elles sont assez jolies. Oui, c'est pas le film le plus follement érotique que Non, j'ai jamais Non, vu. non. C'est pas le propos d'ailleurs. Voilà, mais en fait, disons que c'est tout de suite montré du fait qu'elles aient une sexualité. Oui. Voilà, et que c'est pas un truc exceptionnel ni un enjeu du film, c'est juste un truc qui est établi entre elles. Oui, oui. Elles sont ensemble, elles baisent régulièrement ensemble. Tout à fait. Ouais. Voilà. C'est pas je te touche du bout du sein, quoi. Voilà. Quand même. Ça... Et ça, c'est cool. Oui. Oui, non, c'est vrai que c'est établi dès le départ qu'elles ont une sexualité et c'est montré et voilà quoi. Bon, Ouais. c'est pas montré follement, mais c'est montré. Voilà. Il n'y a pas de tabou derrière, donc c'est plutôt bien. Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que l'actrice Jessica Paré, je la préférais adolescente, avec ce côté. Enfin, adolescente, elle avait aussi la vingtaine quand elle a joué dans ce film, avec un côté justement peut-être plus simple que derrière dans Mad Men où elle est en mode femme fatale. Et ça, et en plus, elle est amaigrie parce que forcément, pour faire une carrière, il faut perdre 10 kilos. Donc là, elle était juste bien, juste comme j'aime bien. Et ensuite, derrière, on voit elle est repassée aux normes d'Hollywood pour avoir une carrière télé, quoi. Oui, bah voilà, c'est une manière de voir les dégâts que peut faire l'industrie cinématographique hollywoodienne sur les corps des personnes, quoi. Ouais. Et le corps des femmes surtout. Surtout, oui. Bon, des hommes aussi d'une certaine manière. Ouais, mais sur les hommes, ils s'amusent plus à leur faire prendre 40 kilos et leur faire perdre 40 kilos pour des rôles, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis bon, c'est ils plutôt peuvent, ça, le jeu. oui, et puis ils peuvent prendre des kilos sans problème. Et puis quand Ouais. ils prennent des kilos, c'est du muscle. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est aussi hyper malsain sur le côté stéroïdé. Absolument. Quand on voit sur Chris Pratt, par exemple, à fait. le changement du corps, c'est hyper malsain de voir comment ils se transforment les corps. Enfin, Oui, puis quand ils prennent du poids pour un rôle, ils ont un Oscar, et puis les meufs, quand elles prennent du poids, c'est qu'elles sont directes sur elles ont un licenciement. gossip, c'est des hontes, pas possible. C'est Ouais. Oui. Donc c'est... Ben, c'est intéressant parce qu'on parle justement du corps et c'est aussi c'est du propos de l'adolescence, le corps après tout. Oui. Les modifications du corps. Après, je suis toujours un peu emmerdée sur les films où ils te font des personnages adolescents incarnés par des jeunes femmes qui ont fini leur puberté. Oui, c'est ça. Voilà.
Parce que là, elles avaient la vingtaine quand elles ont tourné le film. Hein. Et ça se voit, enfin, elles sont magnifiques, mais elles sont magnifiques avec un corps de jeunes adultes. Oui, c'est ça. Oui, c'est des corps de jeunes adultes, c'est pas des corps qui gardent quand même un petit peu d'adolescence, quand même. Oui, On oui. a quand même un peu d'adolescence. On a l'impression que les corps sont pas finis quand même. Enfin, moi j'ai trouvé. Ouais, mais ils sont pas finis sur la fin, quoi. Genre. Sur la fin. Ils sont pas au début du pas fini, quoi. oui, non, mais bien sûr. C'est pas. Sur les films avec représentation d'adolescents, c'est quand même mieux de pouvoir se projeter sur un corps qui a aussi. Enfin, quand on est adolescent, qui n'est pas parfait aux normes de l'adulte, Oui. qui a des poitrines intermédiaires, Oui. qui a de l'acné, qui a ce genre de choses. Oui. Et surtout de pouvoir représenter que c'est pas parce qu'on a un corps intermédiaire comme ça de 15 ans qu'on n'a pas de sexualité, qu'on n'a pas de désir, et qu'on peut pas être beau aussi. Et le problème, c'est qu'on va directement sur des corps qui ont fini toute la partie avec laquelle les adultes sont mal à l'aise, c'est-à-dire la partie transitionnelle, pour mettre tout de suite quelque chose qui met tout le monde d'accord, parce qu'un corps de 18 ans, sans acné et avec la poitrine formée, c'est plus facile à voir, on a plus l'habitude. Et je trouve ça bête, parce que après c'est 2000. Peut-être que maintenant, en 2020, il y aurait eu des tentatives avec des corps différents. Mais ça reste des choses qui complexes en fait. Quand on regarde ces jeunes filles magnifiques, on se dit que si elles ont des histoires et si elles peuvent avoir accès à l'amour, c'est parce qu'elles sont magnifiques. Voilà. Et on se dit, nous, avec notre corps de 15 ans, eh ben, on n'a pas le droit. On n'est pas au niveau. Et il y a un petit peu cette chose-là que je trouve regrettable dans le cinéma, qui met en scène des adolescents joués par des jeunes adultes. Oui, tout à fait. Oui. En tout cas, vous l'aurez compris que Loving Annabelle, non. Lost and Delirious, oui. Un peu plus. Un peu plus. Oh, si. Moi, franchement, j'ai passé un agréable moment et donc moi perso je le conseille. Moi aussi je le conseille. En plus il vieillit plutôt bien dans ma tête. Oui. Ah, il a bien vieilli. Oui, il a bien Contrairement à vieilli. Loving Annabelle, qui a très très mal vieilli, qui était déjà vieux à sa sortie, je pense. Ça se trouve, le clip de Enrique Iglesias c'est 10 fois mieux que Loving Loving Annabelle. Annabelle. Ouais. Oui, super chose. Réalisé par David Lynch peut-être. Non, ça, j'en ai jamais entendu parler par contre. Il a peut-être pris un pseudo. Peut-être. Je vais me renseigner. On finit sur des conseils, on se dit au revoir. Moi j'ai un conseil, c'est de s'inscrire dans des internats de filles. Voilà, c'est mon conseil de fin. Ouais, moi je suis d'accord avec le conseil de Serge, et surtout après racontez-nous. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un prochain épisode de Gazon Mardi. Salut! Tiptoe through the window, all the window, that is where all become tiptoe through the tulips with